Donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, ça va être d'aborder un peu les bases fondamentales de la physiologie du système nerveux central. Pourquoi? Pour pouvoir un peu comprendre comment le corps humain fonctionne. Ça va être les grandes fonctions neurologiques et pour pouvoir faire vous un parallèle avec du coup les surveillances que vous allez faire et pourquoi vous allez surveiller certaines choses. Donc déjà, le système nerveux central, on a les structures cérébrales, on va avoir la pression intracrânienne, le liquide céphalorachidien, la circulation cérébrale et l'autorégulation cérébrale. On va voir un petit peu les surveillances et puis après on arrêtera là. Et on fera tout le reste du monitorage et de tout ce qui est spécifique dans la réanimation. Rentrez. Plusieurs structures dans la tête. On a les premières structures, donc on a le cortex, l'encéphale, donc toute cette zone avec les hémisphères. Et l'encéphale, donc les hémisphères cérébraux, vont être responsables de la conscience. Ça va être à cet endroit-là qu'on va avoir, que va être gérer la conscience. Vous allez voir au début du cours, on va parler pas mal de conscience et de vigilance. Ce qui n'est pas du tout pareil. Et ce qui est important, parce que quand vous allez surveiller le score de Glasgow, ça va être l'échelle d'évaluation de l'éveil et de la conscience. Donc deux choses en même temps, qui ne sont pas situées, qui ne sont pas gérées au même endroit de la tête. Donc ça, c'est les hémisphères, le cortex. Et puis après, on va avoir le diencéphale, le mésencéphale, la protubérance et le bulbe rachidien. Donc en gros, on va avoir les hémisphères cérébraux sur les côtés, donc l'ordinateur géant si vous voulez, là où il y a tous les calculs qui se font, toute la gestion des données, et les structures du milieu qui vont être un peu ce qui va être responsable de l'éveil, de tout ce qui va être réflexe, la respiration, le rythme cardiaque. Donc cette partie-là, c'est le tronc cérébral. Et au niveau de ce tronc cérébral, on va avoir une formation. Donc on va avoir une structure au milieu qui est la réticulée ascendante. Donc cette zone-là, elle va être responsable de l'éveil. Et en gros, la conscience, c'est du haut vers le bas. L'éveil, c'est du bas vers en haut. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les informations qui vont remonter du corps. Donc là, vous voyez, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, si vous vous rappelez, c'est vraiment la zone qui fait communiquer le cerveau avec le corps. Du tronc cérébral naît la moelle épinière et ça descend dans tout le rachis. En gros, il faut imaginer, c'est ce qu'on dit aux familles, que les hémisphères, c'est un ordinateur et que le réseau de câbles qui fait correspondre l'ordinateur avec le reste du corps, ça passe par le tronc cérébral. Donc, c'est une gaine de câbles. Et dans cette gaine, il y a des endroits qui sont fondamentaux, qui vont être responsables de l'éveil. Donc déjà, est-ce que vous avez une notion de la différence entre conscience et vigilance? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est végétatif? Quand on parle de végétatif, de coma végétatif, ou de légumes, là, mais on n'emploie pas trop ce terme, c'est pas très joli, mais qu'est-ce que c'est quelqu'un de végétatif? Allez, dynamique, interaction. Voilà, qui n'est pas conscient. Donc on dit que quelqu'un est végétatif quand on pense qu'il n'est pas conscient. Et c'est quoi quelqu'un qui n'est pas conscient? Voilà, donc c'est une notion d'interaction. Donc la conscience, c'est l'interaction avec le monde extérieur. La vigilance, c'est quoi? Quelqu'un qui est vigilant, il est comment? Donc c'est quelqu'un qui peut avoir les yeux ouverts, qui a tous ses réflexes qui marchent, qui respire, qui tousse, qui peut faire des fausses routes et qui peut se défendre et tousser, qui fait pipi, qui fait caca, qui peut absorber des choses mais qui ne mange pas tout seul, mais qui n'a pas de vie de relation et qui n'a pas de relation avec le monde extérieur. Donc quand nous, on va commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il est conscient ou pas, en gros, quand on va faire un Glasgow, vous allez essayer de rentrer en contact avec le patient. D'abord verbalement, de lui demander de faire des choses, donc réponse à l'ordre. Donc il répond à l'ordre, il est conscient. Ou alors réaction à des stimulus douloureux, parce qu'il ne répond pas à l'ordre. Donc on évalue plusieurs choses. Donc on peut avoir quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui est vigilant, et qui n'est pas conscient. Donc ça, c'est ce qui est très compliqué pour les familles, parce que le jeune patient qu'on a en ce moment, là, qui est au 6 ou 7, là, lui, il a les yeux ouverts. Dire qu'il n'est pas conscient, ce n'est pas facile. On a l'impression qu'il est réactif. Mais est-ce qu'il est conscient? Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est difficile à mettre en évidence. Donc, en fait, en réanimation, on ne parle jamais d'état végétatif. Parce que déjà, un état végétatif, ça nécessite un temps très long pour pouvoir faire un diagnostic. Et quand on parle de quelqu'un qui est végétatif, c'est quelqu'un qui est dans un état chronique où il n'y a plus d'évolution. Donc en gros, sur des arrêts cardiaques, on peut commencer à parler d'état végétatif précoce au bout de 3 mois. Et sur les traumatismes crâniens, c'est 6 mois, 1 an. Donc en gros, ce n'est pas notre temps à nous, ce n'est pas notre période de soins. Nous, en réanimation, le trauma crânien, il est conscient, pas conscient, mais le côté végétatif, on ne va pas parler de ça. Donc on ne parlera jamais aux familles de quelqu'un qui est végétatif, c'est pas vrai. On ne peut pas le dire. Oui. Et quand le patient arrive du moins la menace, il est conscient ou pas? On pense que oui, il y a une interaction avec le monde extérieur. Oui. Donc c'est ce qu'on cherche, ça fait partie des signes, on va le voir après. Donc en gros, vous allez voir que pour avoir une atteinte de la conscience, donc c'est ce que les familles veulent savoir, hein, quand on va parler de séquelles neurologiques, de pronostics fonctionnels, tout ça, on voit déjà que les structures ne sont pas les mêmes hein, au niveau de la conscience et au niveau de la vigilance. Par contre, pour avoir une atteinte de la conscience, si on a une atteinte corticale essentiellement au niveau des hémisphères cérébraux, il va falloir qu'on ait une atteinte diffuse et très importante pour que quelqu'un soit inconscient quand il a une atteinte hémisphérique, c'est-à-dire en haut, sur les côtés. Là, autrement dit, s'il n'a qu'un côté qui est atteint, il ne va pas être inconscient. L'autre côté prend le relais, il va être conscient. Donc lui, on ne pourra pas dire, il ne se réveillera jamais, c'est pas vrai. Par contre, une petite atteinte à ce niveau-là du tronc cérébral va faire qu'il n'y aura pas de communication et va faire qu'il peut ne pas être conscient et ne jamais se réveiller. C'est pour ça que quand on va faire des IRM pronostiques, ou alors quand on va examiner le patient avec des réflexes anormaux, une atteinte neurologique au niveau des pupilles par exemple, qui montre qu'il y a une atteinte du tronc cérébral, le pronostic il est plus grave que s'il n'y a qu'une atteinte hémisphérique. Parce que là, il y a la réticulée ascendante et c'est là qu'il y a l'éveil. Donc si moi j'ai une atteinte, une destruction du tronc cérébral, des noyaux gris centraux, comme il a le petit jeune là, je sais qu'il ne se réveillera pas. J'ai de grands risques qu'il ne se réveille pas, qu'il ne soit jamais conscient. Le pronostic ne sera pas bon. Et on fait en plus, vous avez dit, hein, quand on fait le clignement à la menace, on a des trucs qui sont plus jolis maintenant, on fait les potentiels évoqués. Hein, potentiel évoqué visuel, potentiel évoqué auditif, potentiel évoqué à la douleur. Donc c'est ce que viennent faire les électrophysiologistes, là, les manip EEG. Ils viennent faire tout un cortège d'examens maintenant. Ça, c'était avec Florian, l'interne de neuro d'avant. Donc, on a mis en place ça s'appelle ProComa. On fait une évaluation multimodale et on va tester un peu toutes les façons qu'on a d'essayer de rentrer en contact avec le patient. Donc, on va lui faire mal et on va regarder si sur le cortex, ça s'allume. Donc, on va faire mal à droite et on va regarder si à gauche, sur le cortex, ça s'allume. Ça voudra dire que toute la filière, elle est intègre jusqu'à là-haut. Et si on ne détecte pas la stimulation douloureuse au niveau des hémisphères, c'est qu'il y a une atteinte très importante à ce niveau-là et le pronostic, il n'est pas bon. Sur les arrêts cardiaques, quand on a une abolition des potentiels visuels, les potentiels sensitifs moteurs N20 bilatéraux, les patients, ils ne se réveillent jamais. On a 100% de risque qu'ils ne se réveillent pas. Donc tout ça, ce n'était pas pour parler trop de G, tout ça, mais c'était pour vous dire que voilà, au niveau du cerveau, pour qu'il y ait une atteinte de la conscience, au niveau des hémisphères, il faut qu'il y ait une destruction qui soit massive, des deux côtés. Quand on n'a pas ça, on peut continuer à réanimer les gens. C'est pour ça que nous, quand on pose la question de réanimer ou pas réanimer, on se pose la question de lésion centrale surtout. Hémisphérique, c'est rare qu'on ait une atteinte bilatérale. Voilà. Donc, l'étage cortical, le siège de la conscience, l'étage thalamo-sous-cortical, transmission de l'éveil qui vient de la protubérance du tronc cérébral. Donc, on a une espèce de gradation, si vous voulez, des atteintes. Ou pour qu'il y ait une atteinte corticale qui soit responsable d'une trouble de la conscience, il faut qu'il y ait une atteinte importante des deux côtés. En gros, ça va être l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, on a une anoxie cérébrale et on a une atteinte diffuse, homogène du cerveau. Avant qu'un traumatisme crânien entraîne des troubles de la conscience, il faut qu'il y ait des grosses lésions d'engagement à ce niveau-là. Des atteintes. Et le jeune patient, il a ça. Il n'a pas une grosse atteinte corticale.
il a une atteinte comme ça. Et lui, en plus, il a nécrosé effectivement au niveau du cortex, mais c'est des grosses lésions à ce niveau-là. Donc on a plusieurs atteintes possibles. Donc l'atteinte corticale, ça va être des atteintes métaboliques, la comitialité, des atteintes pharmacologiques, les lésions d'engagement. Au niveau de l'atteinte de la réticulée, ça va être des AVC, pareil. Donc en gros, nous on va se battre contre ça, l'hypertension intracrânienne, pour éviter d'aggraver des lésions centrales. Donc le but de la réanimation neurologique, en gros ils arrivent chez nous, ils ont un traumatisme crânien, ils ont un AVC, ils ont quelque chose qui s'est passé, ils ont déjà une lésion primaire. On peut rien y faire à ces lésions primaires, à part quand le chirurgien il peut essayer d'enlever du sang, enlever un hématome extradural, mais nous en réanimation, techniquement, on ne peut rien faire. Ce qui va être notre travail, ça va être d'éviter qu'il y ait des lésions secondaires qui apparaissent. Et donc tout le travail qu'on va avoir à faire, ça va être sur les axos, sur comprendre comment ça marche le cerveau pour éviter qu'il y ait des nouvelles lésions qui apparaissent. Quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est la courbe de Langevin. Alors la courbe de Langevin, c'est quoi? C'est l'évolution de la pression dans la tête par rapport à l'augmentation de volume. Quand on communique avec les familles pour leur expliquer le problème qu'on a nous en réanimation, c'est qu'on travaille dans une boîte en os qui est fermée, la boîte crânienne. Donc c'est comme on est dans cette pièce, on est quelqu'un qui est jeune et qui a un cerveau plein, qui prend toute la place, et bien on est 40 dans la pièce. Voilà. Et quand on a un traumatisme crânien, on a un AVC hémorragique, on a quelque chose qui arrive, on a 30 personnes qui rentrent et qui poussent. Donc on va avoir une augmentation de la pression intracrânienne. La pression intracrânienne, elle ne va pas être pareille en fonction des systèmes de compensation. Dans le cerveau, qu'est-ce qu'on a? Dans la boîte crânienne, qu'est-ce qu'on a comme compartiment? Pour réfléchir en variation de volume et variation de pression, il faut comprendre les compartiments. Qu'est-ce qu'on a comme compartiment? On a le parenchyme cérébral, le cerveau. Donc ça, c'est le parenchyme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a 3. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Le liquide céphalorachidien, deuxième compartiment, et dans la boîte, ça c'est ce qui entoure, mais ce qu'il y a dedans. Sur quoi on peut jouer? Le débit sanguin. Donc on a 3 compartiments. On a le cerveau, le parenchyme, le liquide céphalorachidien et le volume sanguin cérébral. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand on est dans le cerveau, on a les ventricules et on a tout autour du cerveau, on a le liquide céphalorachidien. Et tout autour du tronc cérébral, on a des citernes où le cerveau il est baigné dans un liquide. Quand on va avoir un AVC hémorragique, par exemple, un petit vaisseau à l'intérieur du cerveau qui explose et qui fait un gros hématome, il va y avoir, la pression va monter. Qu'est-ce qui va se passer? Le liquide céphalorachidien va être évacué par le trou occipital vers la moelle épinière, vers en bas. Ça va comprimer ces structures liquidiennes. C'est pour ça que quand on fait un scanner, on voit que ça comprime, on ne voit plus les sillons. On vous parle de disparition des sillons, de déviation de la ligne médiane. Et pour que la pression ne monte pas très vite, ça va être dépassé. Donc on a deux pentes. On a la première pente où les zones de compensation, le liquide céphalorachidien, le débit sanguin cérébral, dans une hémorragie méningée, on a un arrêt circulatoire cérébral. Là, on va avoir une variation de volume et une faible variation de pression. Le patient va bien. Il a un petit peu mal à la tête. Et puis d'un coup, on va arriver au bout de ces zones de compensation et on va avoir la même variation de volume, exactement la même, mais le delta de pression va être énorme. Et ça, pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'en réaneuro, c'est hyper rapide. Le patient va bien, et puis 2 secondes après, il est Glasgow 3 en anisocorie. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi ça va si vite? Parce qu'on travaille de ce côté-là, nous. Là, quand ils sont là, on ne les voit pas. Le traumatisé crânien qui compense, il va bien, il n'arrive pas chez nous, encore. Ou alors, c'est par exemple, entre guillemets, la personne alcoolique. Il a de la place, il a de la place, il a de la place, il a de la place. Il a de la place, il a de la place, il a de la place, et puis il n'y en a plus. Donc c'est le patient alcoolique, ça on s'est fait avoir plusieurs fois, où il arrive, il a pas mal de sang dans la tête, mais ça passe parce qu'il a un cerveau atrophique. Donc il a des systèmes de compensation un peu plus. Sachant qu'un cerveau alcoolique, il est plus petit, oui, mais il est plus dur, parce qu'il est déshydraté en continu. Voilà. Du coup, la pression va monter d'un coup. Et là,
quand ça, à ce niveau-là, ben c'est là où vous nous appelez, c'est la cata, il arrête de respirer, les Glasgow 3, tout ça. Ça s'enfonce vite, quoi. Donc, pourquoi? Parce que la boîte crânienne, elle n'est pas extensible. Voilà. On arrive à un moment donné où c'est fini, il n'y a plus de compensation. Donc, il faut effectivement être conscient de ça, que ça peut aller vite. Quand la pression, elle va monter, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des engagements. Le cerveau va aller se comprimer dans plusieurs zones. Là, c'est une embarrure. Donc, on a engagement externe. C'est la crâniectomie, si vous voulez. Hein, la crâniectomie décompressive, ce qu'on veut, c'est que le cerveau, au lieu de pousser vers l'intérieur, il pousse vers l'extérieur. Donc, on va avoir une hernie externe. On va avoir, ce qu'on parle, c'est l'engagement sous la faux du cerveau. La faux du cerveau, c'est une petite pièce cartilagineuse. Et là, ça va être l'engagement sous-falcique. C'est la déviation de la ligne médiane. Hein, normalement, le cerveau, la structure, elle est toute droite. Hein, on est symétrique. Si ça pousse d'un côté, ben, on voit que par exemple, ce bout de parenchyme cérébral, il va se coller contre cette structure-là et il va s'abîmer contre cette structure-là. Donc quand on a un engagement comme ça sous la faux du cerveau, ben, en frontal, on peut avoir une ischémie là, une petite ischémie là si on ne fait rien. Donc déviation de la ligne médiane, c'est un des engagements. On a un autre engagement, c'est le central descendant. Donc ça, c'est la partie du lobe temporal sur le côté qui va aller s'engager contre le tronc cérébral. Et ça, on a un signe caractéristique qu'on va voir juste après. Et on a aussi des engagements ascendants. Ça va être quand on a un AVC en fosse postérieure, cérébelleux, et que le chirurgien va nous mettre une dérivation ventriculaire externe. Si on draine trop, ça va monter et on va avoir une atteinte du cervelet à ce niveau-là. On va avoir une ischémie à ce niveau-là. Le pire des engagements, c'est le dernier, l'engagement amygdalien. C'est les amygdales cérébelleuses, ça va être la partie basse du tronc cérébral qui va s'engager dans le trou occipital, un trou en os, hein, la première vertèbre cervicale. Et là, quand on a cet engagement-là, on parlait de l'éveil, de tout ça, le patient il est en mydriase bilatérale, il arrête de respirer. On ne fait rien, il est mort. On enlève cet engagement, il récupère plus ou moins en fonction du temps qu'on a mis pour le lever. Quand on parle de cet engagement-là, l'uncus, c'est important parce que c'est la partie temporale interne, c'est l'engagement temporal interne. Et qu'est-ce qu'il y a près de cette zone-là? On a le nerf oculomoteur, le 3. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on a un engagement comme ça? On a l'anisocorie. Donc, l'anisocorie, c'est dû à cet engagement-là. Si on revient, c'est l'engagement C. Donc là, on voit qu'il y a déjà le 3 qui prend, et puis pas loin, c'est le tronc cérébral. Hein. Donc c'est là où ça va s'engager, là où il va y avoir des lésions ischémiques, et c'est là où le pronostic ne va pas être bon, parce que c'est les structures centrales où il y a l'éveil qui vient vers le cortex. Donc quand on va vous demander de surveiller les patients, on va surveiller l'état de conscience et l'état de vigilance quand ils ne sont pas conscients. Donc on utilise une échelle qui s'appelle l'échelle de Glasgow. Donc l'échelle de Glasgow, c'est Glasgow, l'évaluation du coma. Donc vous connaissez réponse verbale, réponse motrice, ouverture des yeux. Donc on part de 3, coma très profond, donc c'est le pire, quoi, jusqu'à Glasgow 15. Donc ça, vous le savez tous, donc regardez bien. Hein. Pour vous, quelle serait la composante la plus intéressante au niveau du pronostic? Si on devait, entre guillemets, stratifier, donner une valeur à chaque composante, quelle est pour vous la composante la plus importante parmi les 3? La réponse motrice. Hein, c'est ça qui est le plus intéressant. Hein. La réponse verbale, l'aphasie peut être complètement conscient, il n'arrive pas à parler. Donc c'est pas terrible. Intubé ventilé, le Glasgow, pas terrible. Donc on a une échelle sur 15, et quand on fait le Glasgow chez nous en réanimation, on part à 10. Donc on est sur 10 déjà. Parce que la réponse verbale, à part quand il fait des trucs sur sa sonde, c'est pas terrible quand ils sont intubés ventilés. Hein? Donc on voit déjà qu'il y a des limites à cette échelle de Glasgow. C'est ça qu'on aimerait mettre en place d'autres échelles un peu plus compliquées, un peu plus longues.
mais qui prennent en compte d'autres choses que la réponse verbale, la respiration, les réflexes du tronc cérébral, qui mettent en place d'autres choses pour avoir la gravité. Mais l'avantage du Glasgow, c'est que c'est hyper facile. Maintenant, c'est hyper facile, mais si on le fait tous sur un patient, on n'aura peut-être pas tous les mêmes valeurs. Hein, donc des fois, nous, on va réfléchir, il est M5, M6, M4, je l'extube, je l'extube pas, pour moi il est conscient, pour moi il n'est pas conscient, moi je l'ai vu M6, non, moi je ne l'ai pas vu M6. Oui, oui. Donc vous voyez déjà, quand vous avez travaillé un peu dans le service, vous voyez que l'échelle de Glasgow, c'est pas terrible, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de voir. Il y a le côté apprentissage de l'échelle. Et puis il y a aussi la sensibilité. Vous allez nous dire il est conscient. Moi j'arrive derrière, je dis non. Ou alors je vais dire moi oui. Ou là c'est moi M2, moi c'est M4. Bon bref, qui a raison? En tout cas, voilà, on a cette échelle-là qui est la plus standardisée, la plus facile et qui a le mérite où on peut communiquer assez facilement. Tout le monde sait ce que c'est un Glasgow 3, tout le monde sait ce que c'est une extension. Voilà, c'est pour ça que c'est le plus simple. Mais il faut être conscient des limites qu'elle a cette échelle-là. Hein. Ça ne veut pas dire Glasgow 15, ça évalue juste la conscience, ça ne veut pas dire que Glasgow 15, il n'est pas malade. Hein. Donc c'est très, très foireux comme truc. Hein. Donc quand on fait un Glasgow, il faut tester la motricité. Donc le Glasgow, il se fait aux 4 membres. Hein. On teste aux 4 membres. Après, on prend le meilleur pour le patient, mais il faut tester quand on est en réanimation neurologique, on teste les 4 membres pour essayer de voir s'il y a une altération, une diminution, une aggravation clinique, je veux dire. Donc même quelqu'un qui est intubé ventilé, s'il n'a pas de sédation, alors il est curarisé, on ne parle pas de Glasgow, mais il n'a pas de sédation, il va falloir que vous examiniez les 4 membres. De toute façon, vous le faites, hein, vous cherchez les déficits. Donc ça c'est important parce que quelqu'un qui est sédaté, qui est faiblement sédaté, qui est intubé, on peut le surveiller neurologiquement quand même. Donc l'information pour vous, c'est qu'il faut toujours examiner les patients. L'avantage du service de réa neuro, je trouve, pour le personnel soignant, non médical, c'est que vous devez toucher les gens, que vous devez les examiner vous aussi. Hein, on n'est pas en réanimation polyvalente, vous n'allez pas forcément ausculter les poumons tout le temps. Mais là, par contre, toucher, regardez s'il bouge, s'il serre la main, s'il y a un déficit qui apparaît ou pas, c'est vous qui allez le voir d'abord. Moi, je ne suis pas dans la chambre en continu, hein, voire même je ne suis pas dans la réa en continu. Hein. Donc vraiment, c'est vous le premier rempart à ça. Donc la dégradation, c'est vous qui allez la voir. Tout comme l'état de conscience, c'est vous qui le voyez avant nous, souvent. Voire même, c'est les familles qui commencent à le voir avant nous, entiers. Hein. Moi, dès qu'on me dit qu'il a été M6 à un moment donné, je le crois. Hein. Avant, on disait, bah, non, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. En fait, ça marche comme ça. Il y a plein d'études qui montrent que les familles commencent à trouver la conscience avant les soignants. Bah, une voie familière, c'est pas pareil. Donc, et puis ça évolue au cours du temps. Donc voilà, vous examinez donc les 4 membres. On peut tester la face un peu aussi, ça vous ne le faites pas systématiquement, c'est un peu plus compliqué de déceler une paralysie faciale. Puis après, ça c'est en gros de l'examen neurologique, vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout ça, mais de rechercher s'il y a des douleurs, des décharges, des machins. Les troubles du langage, expression, compréhension, ça vient avec l'expérience, quoi. C'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est bien si vous essayez de le faire, mais de toute façon, vous allez le voir que le patient, il essaye de communiquer, mais il n'y arrive pas. Il fait ce que vous lui dites, mais il n'arrive pas à parler, il ne trouve pas les mots, ou alors carrément, il ne comprend rien. Donc, il y a plusieurs zones du langage. L'hémioclonie, l'épilepsie, toutes ces choses-là. Donc la réa neuro, pour vous, ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie prenante de la prise en charge, parce que c'est vous qui examinez les patients tous les jours, plus que nous. Parce que vous les examinez toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, alors que nous, on passe 1 ou 2 fois dans la chambre, quoi. Il y a d'autres choses au niveau clinique qui sont corrélées à l'atteinte cérébrale. Les respirations. Donc ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont vu que les patients, en fonction de l'atteinte neurologique qu'ils ont, la respiration, elle n'est pas pareille. Une respiration normale, ample, tranquille, c'est une respiration qui va bien. Cette respiration-là, on la remarque assez facilement. Le Cheyne-Stokes. Hein, c'est une atteinte du diencéphale. Là, on se dit que déjà, il y a une atteinte un petit peu profonde. Le patient, il ne respire pas normalement. En gros, vous allez voir, il a plein de mouvements respiratoires qui s'accentuent. Et puis d'un coup, il arrête de respirer un petit moment. Et ça se voit assez facilement. L'hyperventilation neurogène centrale aussi.
Quand on en arrive là, ça commence à pas aller, hein, quand il commence à faire des apnées. Hein? Donc ça, pareil, hein, vous allez le voir. Hein, un patient, bon ça c'est des patients qui ne sont pas intubés, hein, voire même qui sont en spontané, je veux dire. Des patients trachéotomisés, des fois en spontané, on va les voir faire ça. L'hyperventilation, l'apnée. Bon après là carrément, voilà, il est quasiment mort, quoi. Il fait des espèces de soubresauts. Donc on peut, avec l'examen respiratoire, c'est pas l'auscultation, c'est de regarder comment le patient respire, on peut avoir une idée de où se situe l'atteinte. Ensuite, la surveillance qui est fondamentale chez nous en réanimation, ça va être les pupilles. Donc un patient coma, pas coma, il faut lui examiner les pupilles, c'est important. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le myosis, les pupilles de taille normale, l'anisocorie, la mydriase bilatérale. Donc pour ça, on a des échelles, ça c'est ce qu'on avait avant. Maintenant, on est dans une réanimation moderne. Réanimation moderne, on a un pupillomètre, on en a plein de nouveaux en plus. Dans le service, on a travaillé sur le pupillomètre, on a publié un article où là, c'était juste un des résultats qui était intéressant, c'était en gros, là c'est la différence de taille droite-gauche des pupilles. Et en fonction, donc en blanc, c'est en gros le personnel soignant qui l'a fait à la vue et avait raison quand c'est blanc, et en rouge, c'est quand ils avaient tort. Autrement dit, quand les pupilles sont petites, j'ai plein d'anisocories qu'on m'a diagnostiquées alors qu'il n'y en avait pas. Là, c'est normal. La pupille est très petite. L'acuité visuelle normale de quelqu'un qui a 10 sur 10, il voit une variation d'1 millimètre à 1 mètre. On n'a pas tous 10 sur 10. Hein. Donc c'est normal de faire des erreurs quand les pupilles sont petites. Par contre, quand il y a une grande différence, on a quand même pas mal d'anisocories qui n'étaient pas vues à l'œil humain. D'où l'intérêt du pupillomètre. Donc en gros, on a des pupillomètres de partout maintenant. Vous ne faites pas caguer avec le truc là, faites avec le pupillomètre. En plus, on va travailler avec la boîte qui fabrique ça, là, parce que c'est une boîte de Marseille. Et on va améliorer aussi l'appareil pour avoir des index de qualité aussi. Parce que moi, je vous dis qu'il faut qu'on ait la courbe, là on ne la voit pas bien, mais qu'il soit pleine. Il ne faut pas que la pupille soit perdue pendant la mesure. Et ils vont sortir des index de qualité pour qu'en faisant la mesure, vous voyez directement si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Et après, ça permet d'avoir plein de paramètres qui sont intéressants. Le pourcentage en chiffres, parce que réactif, pas réactif, c'est pareil. La réactivité normale, c'est 50% à peu près. En réanimation, les patients, ils sont tous, quand ils vont bien, aux alentours de 20-30%. Et après, on dit 15, 10, en dessous de 11%, 15% en fonction des machines, on dit que c'est réactif, mais c'est faiblement réactif. Okay, la réactivité, elle est difficile à voir quand les pupilles sont petites. Donc le pupillomètre, c'est le gold standard globalement. Donc il faut l'utiliser. La surveillance des pupilles, c'est fondamental. Voilà. Il vaut mieux que vous nous cassiez les pieds pour des pupilles systématiquement plutôt que de ne pas le dire, quoi. Ça fait toujours bizarre de découvrir un patient en mydriase bilatérale quand on ne le savait pas et qu'on ouvre les yeux, quoi. Voilà, à part si ça vient d'arriver, mais il faut le signaler. Donc tout mouvement pupillaire, vous le signalez. Anisocorie réactive, qui n'était pas avant, ça doit vouloir dire quelque chose. Maintenant, est-ce que je vais aller faire un scanner pour ça? Je ne suis pas sûr. Mais je préfère le savoir. Anisocorie aréactive, mydriase d'un côté, pour moi, c'est toujours un engagement de l'incus. Après, chez des traumatisés crâniens qui arrivent, on peut avoir un traumatisme direct de l'œil avec un 3, et juste parce qu'il a tapé sur le globe oculaire et ça a fait une atteinte du nerf optique et il est en mydriase, mais ce n'est pas une atteinte cérébrale, quoi. Mais ça, il a d'emblée. Et ça reste en général. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît d'un coup. Donc, il vaut mieux communiquer sur les pupilles. En gros, vous ne passerez jamais pour quelqu'un de casse-pied si vous vous appelez en disant « j'ai une anisocorie qui n'était pas ». Il vaut mieux le dire, quoi. Hein? Des fois, on n'a que ça pour surveiller le patient. Alors, on essaye de faire en sorte que non, d'avoir du monitorage intracrânien quand on a un patient qui est sédaté. Mais sur un patient sédaté, des fois, on n'a pas de pic, on n'a pas de Doppler, on n'a que ça. Donc, c'est la pupille. Donc là, c'est encore la même chose que tout à l'heure, hein, pour vous montrer. Donc, le cortex, relation verbale, mouvement approprié, on commence à descendre, retrait à la douleur, flexion inadaptée,
extension. Donc en gros, au plus on a une atteinte centrale, au plus on va avoir un Glasgow qui baisse. Hein. Pareil, clignement à la menace, c'est haut. C'est que ça va pas trop mal. Puis après, on commence à perdre les réflexes. Voilà. Frontopalpébral, photomoteur, oculomoteur verticaux, cornéen, oculomoteurs horizontaux, réflexe de tout. Et puis après, hop, il n'y a plus d'oculocardiaque. Et là, on appelle la coordination. Donc voilà, en fonction de l'atteinte, au plus elle est centrale, au plus ça va être grave. Hein, donc, vous voyez aussi pareil les réflexes du tronc cérébral. Au plus on a une atteinte qui est grave et qui descend, au plus on va avoir les réflexes. Le dernier qui part en général, c'est l'oculocardiaque. Donc ça, c'est des illustrations d'engagement. Donc l'engagement sous-falcique, hein, sous la fosse du cerveau. L'engagement de l'incus. Hein, donc là, on a une coupe axiale. Là, on a une coupe coronale avec un AVC hémorragique, un méningiome, une tumeur qui a poussé. L'engagement descendant avec une atteinte du tronc cérébral. Là, on voit un hématome du cervelet qui pousse contre le tronc avec un engagement descendant. La particularité du tronc cérébral, il faut le savoir, c'est qu'il est vascularisé par des perforantes. Donc, il y a un gros vaisseau qui s'appelle le tronc basilaire. On verra tout à l'heure quand on fera le polygone de Willis et la vascularisation cérébrale, qui est devant le tronc cérébral. Et du tronc basilaire va naître des petites perforantes à 90 degrés qui vont nourrir ce tronc cérébral. Et cette particularité fait que quand on a un engagement descendant, on peut avoir une atteinte ischémique du tronc cérébral alors qu'il n'y a pas de lésion à ce niveau-là. Juste parce que le tronc va bouger, comme le sang il monte comme ça, pour vasculariser, ça va être plus difficile. Il va y avoir une turbulence à ce niveau-là et le flux va moins passer dans les perforantes. Et il peut y avoir une ischémie. C'est pour ça que quand on a des gros engagements en sus tentoriel, on peut avoir une atteinte du tronc cérébral. Et nous, on va le voir parce que souvent, quand il y a un engagement descendant comme ça, on a une artère qui passe le long de la tente du cervelet qui s'appelle l'artère cérébrale postérieure. Et quand elle est trop comprimée, elle va s'ischémier. Et s'il y a une ischémie cérébrale postérieure, on sait qu'il y a souvent une atteinte du tronc cérébral associée. Donc, cette atteinte-là, hein, je ne remontre pas les diapos d'avant, va faire tout le pronostic. Cet engagement-là, pas forcément, si on arrive à le lever rapidement, mais l'atteinte à ce niveau-là va faire tout le pronostic. L'éveil, la respiration, le fait que le corps communique avec la tête. Cerveau normal, autopsie, cerveau qui ne va pas bien, des métastases de partout, avec des métastases sus-tentorielles et un infarctus du tronc cérébral dû juste au mouvement descendant de cette partie du tronc cérébral. Et ça, on ne va pas forcément le voir sur le scanner. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que dans notre prise en charge, on va avoir un traumatisé crânien qui va avoir des hématomes là-haut, ça va pousser, et on va faire un scanner de contrôle, on ne va pas voir grand-chose à ce niveau-là, on va regarder si le chirurgien il a travaillé, si la ligne médiane est de nouveau en place, s'il n'y a pas de nouvelles lésions qui apparaissent, s'il n'y a pas des lésions d'ischémie postérieure qui apparaissent, mais là on ne verra pas grand-chose. Et puis le patient, c'est exactement typiquement le patient qu'on a dans le service en ce moment, il avait une embarrure là, une contusion temporale, et puis quand on a enlevé tout ça, il a fait un œdème cérébral massif, donc il avait une grosse hypertension intracrânienne à ce niveau-là, ça a poussé vers là, et puis maintenant on se retrouve avec quelqu'un qui ne se réveille pas. Et sur le scanner, on ne voit rien au milieu qui explique qu'il ne se réveille pas. Et donc ce qu'on demande, c'est qu'on fait des IRM souvent un peu à distance. On les fait un peu à distance, pourquoi? Parce qu'on cherche plusieurs choses, mais notamment quand il y a du sang, ça parasite les images IRM. Donc on attend un peu que le sang s'évacue pour avoir des belles images et pour pouvoir faire un pronostic. Parce que les familles, ce qu'elles demandent et ce que nous on cherche aussi, c'est comment il va évoluer. Alors bien sûr qu'on ne sait pas tout, c'est évident. Mais au fur et à mesure des années et des travaux de recherche, on arrive en faisant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un examen clinique qui n'évolue pas, une imagerie qui montre des lésions dans ces zones d'intérêt, là, ces zones au milieu du cerveau que je vous ai dit, elles sont fondamentales, et l'électrophysiologie aussi, où on essaye d'avoir plusieurs approches, et si toutes ces approches vont dans le même sens, c'est-à-dire un pronostic soit
plutôt bon, soit plutôt défavorable, ben, ça nous aide à avancer, nous, dans la démarche. Donc au niveau engagement, compartiment cérébral, vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris un peu déjà? Hein? Donc c'est des trucs très généraux, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais c'était comprendre un peu quand on parle de conscience, de vigilance, quelqu'un qui a les yeux ouverts, le clignement à la menace, tout ça, vous pouvez le faire hein, pour voir. Hein. Et après, pour voir pourquoi on fait l'échelle de Glasgow, comment elle a été construite, pourquoi la réponse motrice est si importante et pourquoi elle va vers l'enroulement, quoi. Hein, quand on voit les patients qui enroulent quand on les touche, ça fait peur, quoi. Ça, c'est vraiment des réponses très basses au niveau du tronc cérébral. Donc ça montre des lésions de décérébration, décortication. Donc là, maintenant, on va parler d'un autre compartiment. On va faire les 3 compartiments au final. Hein. Donc là, un compartiment qui est essentiel, le liquide céphalorachidien. Donc le liquide céphalorachidien, il est chargé de quoi? De maintenir l'homéostasie. En gros, il va avoir plusieurs rôles qu'on va voir et il est autour du cerveau, il a un rôle protecteur, il a un rôle, il donne à manger en plus du sang qui amène le sucre et tout ça. Et il va permettre aussi de protéger le cerveau par la barrière entre le parenchyme cérébral et le LCR, qui va permettre de maintenir à l'intérieur un pH normal, quelque chose qui ne bouge pas trop. Hein. En gros, il faut comprendre que le cerveau, la particularité, c'est qu'il est protégé. Hein, déjà par l'os, et puis à l'intérieur du corps, il est protégé par plusieurs barrières. Hein, c'est ce qui nous embête beaucoup quand on a une méningite, parce que les antibiotiques qu'on est obligé de donner, on est obligé de les donner à des doses importantes, parce qu'il n'y a rien qui passe dans la tête. C'est pas fait pour, quoi. Le cerveau, c'est le truc le plus noble. Le cerveau, c'est le système nerveux central, c'est fondamental. Le cerveau, il est protégé. Donc dès qu'on va avoir une septicémie, on n'a pas forcément une méningite associée. Ça ne passe pas. Quand ça passe, c'est que la barrière, elle est atteinte. Donc on a la barrière hémato-encéphalique, elle est constituée de 3 couches de cellules très serrées, il n'y a rien qui passe. Il y a à peine de l'eau un peu qui passe. Et puis on a la barrière entre le cerveau et le liquide céphalorachidien. Ça, c'est une couche de cellules, mais qui est très serrée aussi. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui y passe. Le but, c'est de protéger le cerveau au maximum. Hein? Donc, le LCR, il est dans les ventricules, on en a parlé tout à l'heure, dans le canal rachidien et dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc vous allez voir, comment on le voit au scanner, ce liquide céphalorachidien, c'est tout noir. L'eau, c'est noir au scanner. Donc quand on parle des sillons, c'est que le cerveau, normalement, il y a plein de petites crevasses de partout, tout autour, et à l'intérieur, il y a l'espace sous-arachnoïdien. Et donc il y a du liquide dans ces sillons. Et c'est comme ça qu'on le voit au scanner. Et quand ça pousse dans la tête, ce liquide, je vous l'ai dit, il s'échappe pour faire la compensation, la courbe de Langfitt. Et du coup, on va avoir une perte des sillons. Et quand c'est une perte des sillons, on se dit, tiens, ça pousse. Donc la composition du LCR, elle est assez proche du plasma au niveau des ions, mais les protéines, il n'y en a pas. Donc il n'y a que les ions qui passent de façon... c'est des transports actifs, hein. Ça nécessite de l'énergie, des cellules, tout ça. Mais là, je ne rentre pas dans les détails, c'est compliqué. Mais globalement, il y a il y a à peu près la même glycémie et surtout, il n'y a pas de protéines dans la tête. Quand on cherche une méningite, on va trouver des protéines. Et là, ce n'est pas normal. On va trouver des globules blancs. Et là, ce n'est pas normal. Il n'y en a quasiment pas dans la tête. Ils n'ont pas le droit d'y être. S'ils y sont, c'est qu'il y a eu soit une sécrétion à l'intérieur de la tête, soit la barrière qui est atteinte en post-opératoire ou des choses comme ça. Et il y a du sang qui est rentré dans le LCR. Et là, c'est toute la problématique qu'on a, nous, quand on a une dérivation ventriculaire externe. C'est qu'il y a un chirurgien qui a mis un tuyau dans la tête. Le patient, il a été opéré. Il y a souvent du sang dans le liquide céphalorachidien. Et du coup, l'interprétation de la formule et de la biochimie du LCR, elle est complexe parce qu'elle a été contaminée par du sang. Donc pour savoir s'il y a une méningite, tout ça, c'est pas évident parce qu'on va avoir des globules blancs, mais si c'est du sang qui est passé, qu'il y avait plein de globules blancs qui est passé dans le LCR, ça ne veut pas dire qu'il y a une méningite.
Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on vous demande de faire plusieurs bilans pour voir la cinétique des globules blancs. Donc la vitesse de formation, ça, c'est des notions qui sont fondamentales pour vous, qui sont obligatoires. Vous devez savoir combien il y a de LCR dans la tête. Parce que ça vous donne la notion de savoir combien on dérive. Donc on a à peu près 20 millilitres toutes les heures qui sont sécrétés. Donc si on a 20 cc/heure qui part, eh bien, ça veut dire que le patient, il a besoin de sa dérivation ventriculaire externe. Parce qu'à chaque fois qu'il sécrète du LCR, eh bien, ça sort par la DVE. Donc ça veut dire que lui, il ne les réabsorbe pas. On sécrète un demi-litre de LCR par 24 heures. Donc quand on essaye de faire une épreuve de clampage, quand on se dit que le patient n'a plus besoin de la DVE, on va la clamper pendant 2 jours. Il a synthétisé 1 litre de LCR. Si après 2 jours, après 1 litre de LCR, il n'est pas mort et dans le scanner, il n'y a pas des ventricules comme ça et ça ne coule pas par la dérivation, c'est que globalement, il n'a pas besoin. Donc on va réfléchir comme ça. Il faut bien regarder si ça ne coule pas là. Parce que des fois, ça coule. Et on se retrouve avec la lèse qui est plein de... Pourquoi? Parce qu'on en sécrète beaucoup toutes les heures. Donc ça vous donne une notion de ce qu'on peut dériver. Donc c'est sûr que si ça donne 40 cc/heure, c'est pas normal. À un moment donné, on va faire un surdrainage. Et quand on fait un surdrainage, on fait des hématomes qu'on dérive. Par exemple, elle arrive le soir. Elle est dans le coma, avec une hydrocéphalie. Le radiologue le fera que demain, souvent. Il ne le fait pas en pleine nuit, c'est rare. Donc nous, on va mettre une dérivation, on va demander au chirurgien de mettre une dérivation ventriculaire externe pour hydrocéphalie. Et on va vous dire, fais attention, l'anévrisme n'est pas sécurisé, donc je veux que ça draine 5 à 10 cc/heure et je veux que tu me la mettes entre 15 et 20 cm d'eau, suivant comme est la pression intraventriculaire. Je veux que ça draine pas beaucoup, à peine ce qu'il lui faut pour que la pression dans la tête elle soit normale, mais pas trop. Parce que drainer trop sur une hémorragie méningée qui vient d'arriver, on fait une variation de pression qui peut favoriser un ressaignement. Tant que l'anévrisme n'est pas sécurisé, on va vous dire faites attention, ne dérivez pas trop. Donc on va mettre un niveau un peu haut. Le niveau, on en parlera un peu plus la prochaine fois quand on parlera des DVE, des pics et tout ça. On a choisi avec les chirurgiens de marquer en centimètres d'eau. On aurait pu dire en millimètres de mercure, c'est juste parce qu'on a décidé ça comme ça. Pourquoi? Les deux, c'est pareil. Après, dans la dérivation, normalement, en théorie, quand ça monte au-dessus de, par exemple, si je mets à 15, si la pression dans la tête monte au-dessus de 15, en théorie, idéalement, si on était dans un monde à oui-oui, ça coule. Ça coule de l'autre côté. C'est vase communicant, quoi. La pression, elle monte, hop, ça coule dans la dérivation. Mais pourquoi c'est pas comme ça que ça marche? Parce qu'il faudrait que le liquide qui soit à l'intérieur du vaisseau, il soit hyper fluide et qui transmette très bien la pression et qui se déplace très facilement. Or, quand on en met, souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de sang dans la tête. Le liquide, il est un peu épais. Du coup, le liquide, il a aussi sa résistance à l'écoulement, qui fait que 15, peut-être que la patiente, elle a 25 de PIV et que ça donne à peine, quoi, parce que ça commence à se boucher, parce que le liquide est très épais. Donc, il y a certaines fois, sur des DVE très hémorragiques, je vais plutôt demander un objectif de débit plutôt que la pression. Parce que la pression, ça ne voudra rien dire, quoi. Je vais vous dire, je veux entre 5 et 10 cc/heure, quoi. Je veux que ça coule tout le temps. Parce que le risque, c'est l'obstruction. Plutôt qu'au niveau. Mais normalement, on prescrit toujours en niveau. De temps en temps, quand ça saigne beaucoup, je préfère prescrire en débit. Donc, 500 cc par 24 heures. Ça en fait du liquide. Les causes, comme on en parlait ce matin, de augmentation de la sécrétion de LCR, il n'y en a pas 50 dans la vie. Il y a la méningite, l'inflammation, ou alors des tumeurs du plexus choroïde qui sont rarissimes, j'en ai jamais vu, vous en verrez jamais. Où là, effectivement, on peut arriver à des litres par jour de LCR et là, il faut drainer plus, quoi. Mais bon, ça sera tellement rare que vous le saurez, quoi. Donc le liquide céphalorachidien, il est produit au niveau des plexus choroïdes, mais il est aussi au niveau des capillaires de l'espace sous-arachnoïdien. Donc il rejoint l'espace sous-arachnoïdien par les espaces périvasculaires, Virchow-Robin. Donc en gros, la synthèse, elle se fait au niveau des plexus choroïdes qui tapissent le troisième ventricule, les ventricules latéraux.
C'est d'ailleurs probablement ce qui a saigné à monsieur qui a la DVP, là. Ceux qui sont là aujourd'hui ont suivi. Celui que tu t'occupais. C'est pour ça qu'il a convulsé. Donc, on a plexus choroïde, ça synthétise le liquide céphalorachidien. En plus, les plexus choroïdes ils sont richement vascularisés. Donc, il y a le battement cardiaque, il y a un battement de cils qui fait qu'il y a un sens aussi. Ça se synthétise là et puis ça descend. Donc, ventricules latéraux, trou de Monro, troisième ventricule, aqueduc de Sylvius, quatrième ventricule et hop, ça descend. Et puis après, ça communique avec les citernes aussi. Donc, on a foramen de Magendie, on a ces citernes-là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, devant le tronc cérébral, devant le cervelet, hein, on a du liquide qui, quand ça va pousser fort, ça va descendre dans la colonne vertébrale. Ce liquide, il va descendre dans le canal médulaire, il va descendre dans la moelle épinière, et puis après, il va remonter et il va passer dans les espaces sous-arachnoïdiens, et il va être réabsorbé dans les granulations de Passioni. Donc, il va être réabsorbé dans le système veineux. Et d'où vous comprenez d'un coup pourquoi en neuroréanimation, le patient doit être à 30 degrés, la tête dans l'axe. Pourquoi il faut qu'il soit à 30 degrés, la tête dans l'axe? Donc, le polygone de Willis, c'est au niveau de la base du crâne, on a le siphon carotidien, la carotide qui rentre dans la base du crâne, avec l'artère sylvienne, donc la cérébrale moyenne, c'est la grosse artère qui passe sur le côté. C'est cette artère qu'on va, on va étudier quand on fait des dopplers transcrâniens. Hein, quand on fait un doppler, on met la sonde sur le côté là en temporal et on essaye de mesurer la vitesse de déplacement des globules rouges dans ce vaisseau. Donc on a la cérébrale moyenne qui va s'occuper de la vascularisation de 70% de l'hémisphère homolatéral. Donc c'est pour ça que par extrapolation, quand on fait un doppler transcrânien et que là, ça va bien, on se dit que dans 70% de la tête, ça va bien, donc dans la moitié de la tête, ça va bien. C'est une extrapolation. Ensuite, on a la cérébrale antérieure qui va vasculariser le lobe frontal. Et on a la cérébrale postérieure qui naît de la terminaison du tronc basilaire. On a deux circulations qui sont différentes. On a le territoire qui est dit carotidien devant, les carotides, qui va donner la cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure. Et on a la circulation qui est dite vertébro-basilaire, derrière. Donc on a les artères vertébrales. Comme on le dit, elles sont vertébrales, donc elles sont dans les vertèbres. Et c'est elles qui vont se disséquer facilement quand on se pend ou quand on a un traumatisme du rachis. Donc on va souvent faire des angioscanners pour chercher des dissections des vaisseaux parce que le rachis se casse et les vertèbres elles sont dans des trous. Donc ça se casse, ça s'abîme sur les os. Donc on a des dissections. On a les deux artères vertébrales qui vont se réunir dans un vaisseau, le tronc basilaire, qui vascularise le tronc cérébral avec les petites perforantes qu'on a vues tout à l'heure. Et au bout de ce tronc basilaire, on a les cérébrales postérieures qui vont vasculariser la partie postérieure du cerveau, le lobe occipital, et puis elles donnent aussi des artères cérébelleuses, supérieures, antérieures, moyennes, bref. Donc on a deux circulations différentes, la circulation postérieure, vertébro-basilaire, et antérieure, carotidienne. Et quand on a de la chance, ces deux circulations, elles sont connectées par des communicantes. Donc on a communicante postérieure là, de chaque côté, qui réunit la carotide et les cérébrales postérieures. Et on a communicante antérieure qui réunit les deux artères cérébrales antérieures. Donc ça, c'est un polygone de Willis complet. Ce n'est pas hyper fréquent, ce n'est pas le plus fréquent. Et c'est ce qui fait que ça protège quand on fait un AVC, par exemple. Hein, quand on va faire un AVC à ce niveau-là, par exemple, si on a de la chance, on a une communicante antérieure, le sang il va passer de ce côté-là, il va les vasculariser là-haut. Alors que là, c'est bouché. Hein. Par exemple, le patient chez qui on s'est battu toute la semaine dernière, on lui avait clampé, on lui avait bouché la carotide gauche parce que des anévrismes mycotiques, machin, qu'on ne pouvait pas soigner. Et du coup, il vascularisait que par l'autre côté, par la communicante antérieure. Et donc du coup, quand ça se serrait un peu là, ça vascularisait moins et ça s'ischémiait là. Donc on a essayé au maximum de préserver ce côté-là, mais bon, on n'a pas réussi, au bout d'un moment ça a tout nécrosé. Mais voilà, lui, il a gagné quelques jours
par la communicante. Il n'en aurait pas eu, c'était fini, d'emblée. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire des tests de clampage en artériaux. Ils clampent le vaisseau et ils voient s'il y a une reprise par les communicantes. S'il n'y a pas de reprise, ils ne le font pas. Le patient là, qui était chez nous avec l'anévrisme disséquant, le gros anévrisme du tronc basilaire, qui est toujours chez nous, là, on a fait une épreuve de clampage des vertébrales pour voir si le tronc basilaire était vascularisé par les communicantes postérieures. Bah, lui, ça ne passe pas. Donc, il n'a pas de communicante postérieure bien fonctionnelle. Donc, on ne peut pas lui clamper les vertébrales. Donc, il reste avec son tronc basilaire qui circule. On a des gens qui ont des malformations avec des vascularisations fétales. C'est-à-dire que les cérébrales postérieures qui sont là, normalement, elles naissent de la carotide. Le tronc basilaire, il s'arrête et il y a juste quelques petites perforantes. Et donc le problème de ces gens-là, c'est quand ils font un AVC au niveau de la carotide, eh bien, ils grillent tout l'hémisphère. Toute la circulation est basée sur un vaisseau. C'est jamais bon. Il vaut mieux être plusieurs. Puis après, on a des collatérales qui sont piales, qui sont au niveau de la périphérie du cortex, qui prennent un peu en charge de temps en temps et qui fait que quand on est plus âgé, qu'on a plein de collatérales, quand on fait un AVC, il est moins gros que quand on est jeune, qu'on n'en a pas du tout, on se protège moins. Donc, c'est le polygone de Willis. Ensuite, ça c'était le réseau artériel. Ensuite, on a le réseau veineux qui est plus simple. Hein. On a les gros sinus veineux, le sinus longitudinal supérieur, les sinus latéraux, et puis après, on a le confluent tout en bas, le sinus transverse. Donc pareil, on peut avoir des thrombophllébites à ce niveau-là, et c'est là que va être évacué le liquide céphalorachidien. Donc ça, c'est des reconstructions d'IRM, où on voit les mêmes choses, donc on va regarder un petit peu les vaisseaux qui peuvent se boucher. Donc, on a une autorégulation de ce débit sanguin cérébral. Ce débit sanguin cérébral, il va être régulé par pas mal de choses qui font qu'il va pouvoir varier avec d'autres paramètres. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle le couplage métabolique. Le couplage métabolique, je vais vous montrer un petit peu après, c'est que, par exemple, je suis en train de parler, ma zone du langage, elle est hyper vascularisée. Parce qu'elle demande de l'énergie. Vous, la zone du langage, pas trop pour l'instant. Voire même l'éveil, certains. Voilà. Donc, c'est le couplage métabolique. Comment ça marche? C'est avec les potentiels d'action, les neuromédiateurs excitateurs, ça ouvre, ça fait vasodilater les vaisseaux. Et ça, c'est difficile de l'étudier au lit du malade. Ça, on n'a pas trop de main là-dessus. On a la régulation en pression. On va en parler tout à l'heure, l'autorégulation en pression. Et ça, vous allez voir que c'est un impact direct sur votre prise en charge du patient. En général, vous nous appelez, vous dites « je monte la tension, la pique elle monte ». Là, il n'y a plus d'autorégulation en pression. Et on a encore une régulation qui est la régulation au CO2, où il faut faire vachement attention quand on fait des gazométries. Et quand on a un traumatisme crânien, on a une capnie qui doit être contrôlée parce que quand elle monte, il y a une vasodilatation. Donc il y a plus de débit dans la tête, la pression intracrânienne monte. Quand elle diminue trop, il n'y en a pas assez, donc il peut y avoir des ischémies cérébrales qui apparaissent. Donc le CO2, c'est un puissant régulateur. Donc comment on étudie, nous, cette vascularisation cérébrale? On fait des Dopplers transcrâniens. Ce qu'il faut savoir sur la circulation cérébrale, c'est qu'elle est à basse résistance. Basse résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le corps humain, en général, les circulations sont toutes à haute résistance. Toutes les artères, elles vont dans des organes, notamment une artère musculaire, par exemple. Il y a le muscle autour qui fait de la pression. Là, par exemple, une artère bicipitale, pas sur moi, mais sur les gens costauds. Eh bien, quand le cœur bat, on a la systole, donc il y a le sang qui arrive. Et là, ça peut pousser le muscle qui est autour. Le sang, il passe dans le vaisseau. Il va nourrir le muscle et tout ça. Et puis quand le cœur il s'arrête de battre en diastole, qu'il n'y a plus l'onde de pouls, ben là par contre il n'y a plus assez de pression dans le vaisseau, il est écrasé par la pression qui est autour, la pression musculaire. Et donc c'est vascularisé en systole. Et là il n'y a plus rien. Et donc on commence à introduire la notion de vitesse diastolique, de vascularisation diastolique. La vascularisation systolique, zéro diastole. Et puis au plus on monte, alors là c'est bicipital, carotide externe, carotide interne, artère cérébrale moyenne, et on voit que là, on a une grande portion
de vascularisation diastolique. En gros, c'est qu'autour du vaisseau, il n'y a pas de pression. C'est très bas. Il y a deux autres systèmes comme ça, il y a le foie et le rein. Donc dans la tête, il faut qu'on ait ce profil-là. Il faut qu'il n'y ait pas de pression autour et il faut que le vaisseau il soit ouvert tout le temps. Donc là, le cœur il bat, la systole arrive, poum, il y a une augmentation de pression dans le vaisseau, il y a plus de sang qui arrive, et puis après le cœur il arrête de battre parce que c'est la diastole, et bien là ça continue à circuler à l'intérieur de façon importante. Et si on fait un petit ratio, eh ben c'est 1/3 en systole, 2/3 en diastole. Ça veut dire que dans la tête, la vascularisation la plus importante, c'est la diastole, la vascularisation diastolique. Et donc vous comprenez directement, quand on fait un Doppler transcrânien, qu'on a ce profil-là, on se dit ça va. Et puis quand ça commence à aller moins bien, on commence à avoir des profils comme ça. Là, c'est comme si on avait une hypertension intracrânienne. Là, c'est comme si on avait une mort encéphalique. Hein, donc quand on va faire des Dopplers, qu'on va avoir des profils qui commencent à avoir des résistances vasculaires qui baissent, eh ben on va dire attention, il y a peut-être une hypertension intracrânienne. D'accord ? Donc on mesure l'index de pulsatilité, c'est compliqué, mais c'est en gros un rapport de vitesse. Et donc là, ben on voit, là le Doppler est bien, c'est le début de la prise en charge. Là, ça commence à aller moins bien. Et là, il y a carrément des vitesses diastoliques qui sont négatives. On appelle ça un reverse flow. Reverse flow, c'est que la pression dans la tête, elle est supérieure à la tension artérielle. Ça veut dire que le cœur bat, pouf, il n'y a rien qui passe. Et après, la pression dans la tête, elle est tellement importante que ça fait chasser le sang dans la carotide, ça redescend. Donc là, il n'y a plus rien qui passe dans la tête. Ça, c'est la mort encéphalique. Donc, je vous parlais du couplage métabolique tout à l'heure. Le couplage métabolique, c'est juste pour vous montrer des images qui sont jolies. Mais on commence à l'étudier, mais plutôt sur des IRM fonctionnels, où on essaye de regarder le côté, l'augmentation de la consommation en sucre, par exemple, l'augmentation du débit sanguin, l'augmentation de la consommation en oxygène dans certaines zones, quand on va demander à exécuter des tâches, par exemple. Ou alors, quand on fait des scanners, ben, là, on regarde la consommation en glucose. Et quand on endort les gens, ben, on les endort comment? Ben, avec les médicaments, on va voir qu'il y a une baisse progressive de la consommation en oxygène. Là, ça devient de plus en plus bleu, c'est la sédation. Et là, c'est l'EEG de réveil, là, le BIS, qui baisse aussi. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus bleu, de plus en plus profond. Il y a une diminution importante de la consommation, de l'activité cérébrale. Et c'est ce qu'on va utiliser, nous, en réanimation, quand on va mettre la différence aussi avec la neuroréanimation, c'est qu'on va utiliser la sédation comme thérapeutique. En réanimation polyvalente ou autre, quand on est en post-opératoire, quand on est en choc septique, en SDRA ou n'importe, on va utiliser une sédation pour que le patient supporte la ventilation, un truc comme ça. Nous, chez nous, la sédation, elle va être utile pour diminuer la consommation en oxygène du cerveau pour éviter des lésions secondaires. Donc, c'est ce qu'on appelle sédation thérapeutique. C'est pour ça que quand on va faire, on travaille là sur des protocoles de sédation qui soient gérés par vous, ben, ça ne sera pas en contexte de sédation thérapeutique, en contexte d'hypertension intracrânienne. Ça va être quand on va réveiller, qu'on veut réendormir un peu parce qu'agité, parce que tétraplégique, parce que autre, parce que j'en sais rien. Et du coup, on va vous demander les BPS, les RAS, les machins. Vous allez pouvoir jouer avec la sédation, mais on n'est pas dans un contexte de sédation thérapeutique pour HTIC. Non. La réactivité au CO2. Donc le CO2 baisse, la pression intracrânienne baisse parce qu'il y a une diminution. La baisse du CO2 va entraîner une vasoconstriction des vaisseaux, il va y avoir une diminution du débit sanguin cérébral. Donc ça, la pique, elle va baisser, ça va être chouette, sauf que si elle baisse trop, c'est parce que le vaisseau est peut-être trop serré et dans ces cas-là, on va avoir des conséquences sur le patient. Donc vous vous rappelez, on parlait des 3 compartiments, là, on est en train de jouer sur le compartiment sang. On a parlé du parenchyme, on a parlé du LCR, là c'est le débit sanguin cérébral. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est quand je veux regarder si le patient il régule au CO2, de façon très simple, je vais faire mon Doppler transcrânien, je vais regarder mes vitesses, je vais faire varier la ventilation, je fais baisser le CO2 ou monter le CO2, et je dois avoir une variation de mes vitesses. Si les vitesses ne bougent pas, ou alors s'il y a une pique, c'est encore mieux, je n'ai même pas besoin de faire de Doppler, si la pique ne bouge pas quand je change la ventilation,
eh ben, c'est qu'il n'y a pas d'autorégulation au CO2. Et des traumatisés crâniens très graves perdent leur autorégulation au CO2, comme ils perdent l'autorégulation à la pression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous allez me faire des gazométries, je veux que vous me marquiez le CO2 sur la gazométrie, le TCO2, le CO2 qui est écrit sur le scope, hein, le CO2 expiré. Le CO2 expiré, il n'est pas pareil que le CO2 dans le sang. Il y a l'espace mort physiologique, l'espace mort des circuits. Il peut y avoir un gradient parce que le patient a des pathologies respiratoires. Et moi, je veux savoir le CO2 qu'il y a dans le sang. Donc, pour pouvoir le savoir, on fait la gazométrie, c'est vrai, mais pour pouvoir éviter de vous demander de faire des gazos toutes les 10 minutes, eh bien, vous mettez le CO2 et on dit le patient, il a, je dis n'importe quoi, 40 sur le scope et il a 35 dans le sang. Je sais qu'il y a un gradient de 5, 40, ça veut dire qu'il a 35, ça me va. S'il a 45, 40 de capnie, s'il est en HTIC, ça ne me va pas. Je vais viser 30, 35, voire peut-être un peu moins en fonction de la gravité de l'hypertension intracrânienne. Et le problème, c'est que quand on vise trop bas, donc là, capnie normale, c'est un scanner sur un patient qui a un traumatisme crânien. Là, on voit en rouge des régions où le débit sanguin cérébral est en dessous des seuils ischémiques. Donc là, c'est des lésions qui peuvent apparaître, hein, une ischémie cérébrale, il y en a quelques-unes. Et si on baisse la capnie trop, eh bien, il y en a plein qui apparaissent. Donc je vous ai dit tout à l'heure, notre travail à nous, ce n'est pas d'éviter qu'il fasse l'accident. Ce qu'on peut faire, nous, c'est éviter qu'il s'aggrave après, les lésions secondaires. La neuroréanimation, c'est éviter les lésions secondaires. Après, la rééducation, la prise en charge, on sait qu'il y a des lésions tertiaires, mais les lésions primaires, nous, on n'y peut rien, à part quand ils tombent chez nous. Mais sinon, on va éviter l'apparition de ces lésions secondaires. Donc, du coup, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça va découler sur votre surveillance. Et ça va être ces axos, le CO2, la tension artérielle, la température, la capnie, l'anatrémie, toutes ces choses qu'on va vous demander de surveiller. On sait que le CO2, donc quand on fait du préhospitalier, quand on est aux urgences et qu'on prend en charge les traumatisés crâniens, on sait depuis longtemps que l'hypotension artérielle, ça tue les traumatisés crâniens, ça aggrave la mortalité, c'est très important. Donc en général, ils font très très attention à ça. Ce qu'on sait un petit peu moins, mais qui est tout aussi important, c'est la capnie. On sait que dans cette étude, par exemple, là, sur je ne sais pas combien, il y avait 1 millier de traumatisés crâniens, ben, il y en avait moins de la moitié, 47%, qui avaient une capnie normale quand ils sont arrivés aux urgences. Ventilés, hein, ils sont tous ventilés. Quand ils ne sont pas ventilés, on n'y peut rien. On ne peut pas leur mettre un sac sur la tête pour que la capnie elle monte. Hein. Mais par contre, plus de la moitié avaient une capnie qui n'était pas normale. Et les seuls qui évoluent bien, c'est ceux qui ont une capnie normale. Donc c'est très important, il faut faire très attention à la capnie, c'est pronostic. D'ailleurs, vous me verrez de temps en temps, si j'ai un patient qui fait une détresse brutale, un Glasgow 3, une anisocorie où ça ne va pas, le temps que vous allez me chercher le mannitol, ben moi je le mets en hypocapnie. Et là, l'amylase, elle régresse assez vite, ça va très vite sur les vaisseaux. Ça. Les vaisseaux, ils se serrent. Après, comme vous avez vu avant, je ne peux pas le laisser des heures et des heures. Ça. Donc en général, je le fais en hypocapnie, le temps de descendre au scanner, et puis je dis à l'anesthésiste, il va se faire opérer, tout ça, de la remontée. Donc ça, c'est important. Et dans les recommandations du traumatisé crânien, on n'a plus le droit de faire de l'hypocapnie sans avoir un monitorage de l'oxygénation cérébrale. C'est pour ça que maintenant, si on veut baisser un peu plus la capnie, eh bien, dans les protocoles de prise en charge qu'on fait, on met une PTiO2 en plus. Hein, ça va permettre d'apporter une notion en plus qu'on verra quand on parlera du monitorage, parce que là, vous avez vu que là, on a la pique qui baisse, quand on a le CO2 qui baisse. Mais il nous manque quoi comme information? Il nous manque ça. Hein, qu'on pourrait avoir avec le Doppler, parce que le Doppler, il ne serait pas très bon. Mais la pique basse, ça ne veut pas dire ça va bien. Ça veut dire elle est basse, c'est tout ce que ça veut dire. Peut-être parce que ça va bien, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive dans la tête. Un mec, il est en hypotension, il a 4 de pique, mais par contre, il a peut-être la tête qui est comme ça. Hein. On lui remonte à 14 de tension, il a 80 de pique. J'exagère, hein, mais pour vous donner la notion que la pique, c'est pas tout, quoi. Hein. Donc l'autorégulation cérébrale, du débit sanguin cérébral, ça marche comment? Eh bien, en fait, c'est un phénomène qui est actif. On sait qu'on a un plateau. Alors ça, c'est la variation de la PAM, de la pression artérielle moyenne. Et entre des valeurs
comprise aux alentours de 50-150, donc un grand delta quand même hein, de tension artérielle. On a le débit qui est continu et qui ne bouge pas. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, le plus important c'est la tête. Il faut que le vaisseau il soit ouvert tout le temps. Il faut qu'il y ait toujours du sang qui arrive dans la tête. Voilà. Quand on n'a pas de sang qui arrive dans la tête, on tombe dans les pommes, ça va très vite. Donc en gros, la tension elle baisse. Ben, pour pas que le débit il chute, le vaisseau il se dilate. Ça c'est physiologique. Le cerveau il se dit, oula, j'ai moins de pression dans mon vaisseau, je ouvre encore plus pour que le sang il arrive plus facilement à monter. Quand la tension elle monte, au contraire, le vaisseau il va se serrer. Il va dire, oh là là, je ne veux pas que le débit monte, je vais protéger le cerveau, je vais serrer pour pas que ça arrive trop. Le traumatisé crânien, on sait que le plateau il est un peu dévié sur le côté, sur les tensions hautes. C'est pour ça que quand on n'a pas de pic, on vise une PAM à 80. Et après, ben, nous, on va vous demander de surveiller la PPC, la pression de perfusion. Donc la PAM moins la pic. Et globalement, quand on va être là, en général, c'est vous qui le diagnostiquez avant, sans vous en rendre compte, hein, parce que des fois, vous nous dites les choses, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais quand vous allez me dire, je suis désolé, j'arrive pas à atteindre la PPC que tu veux, parce qu'à chaque fois que je monte la tension, la pique, elle monte. Donc globalement, il avait 52 PPC parce qu'il a 22 pics et 70 de PAM. Je monte à 82 PAM, il a 32 pics. Et donc, il a toujours 52 PPC. Et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc là, il n'a pas d'autorégulation en pression. Et ça, les traumatisés crâniens graves, ils la perdent facilement, celle-là. Et donc, ça, mais ça, c'est vous qui allez le voir. Et donc, chez ces patients-là, eh ben, je vais vous dire, on va peut-être essayer, si on a une PTUO2, si j'ai un Doppler qui est bien, de baisser les objectifs de PPC. Parce que je sais que si je monte, le débit va être augmenté pour rien. Et comment je le sais ça? En faisant un Doppler transcrânien, je vais voir qu'il va y avoir une hyperémie cérébrale. C'est-à-dire que je vais avoir une augmentation des vitesses très importante. C'est-à-dire qu'il y a trop de sang qui arrive dans la tête. Ce n'est pas normal. Le vaisseau, il ne régule plus. Donc, il y a trop de sang qui arrive. Donc, la seule façon de baisser ça, ça va être de baisser la tension un peu. De mettre des bêta-bloquants, d'augmenter la sédation, de baisser la PPC. Je vais vous dire, tant pis, on va essayer de baisser. Voilà. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas très grave. C'est de ce côté-là, par contre. Quand il va chuter en tension, là, ça ne pardonne pas. Donc, ces patients-là, hein, quand on va les nurser et que la tension elle va monter, la pique elle va monter, tout ça, on ne va pas y passer 3 heures. Donc, il faut essayer d'anticiper un peu. Donc, vous verrez dans les protocoles de sédation qu'on va mettre en place, tout ça, il va falloir apprendre, ceux qui ne le font pas déjà, à essayer d'anticiper les soins de nurse, tout ça, à faire des bolus de sédation avant, à monter la sédation avant pour pouvoir nurser. En nursant, essayer de garder la tête droite, de faire un peu attention à tout ça. Et quand on nurse et que ça sonne de partout, pas regarder le collègue en disant c'est normal, c'est rien. Hein, il y a des choses à faire pour que la pique elle monte pas trop. Parce que c'est vrai qu'elle monte quand on stimule, c'est normal. On va aspirer, elle va monter. Normalement, elle redescend après. Donc, comment nous, on va traiter, on va essayer de jouer avec cette régulation en pression, on va vous faire utiliser le concept de Rossner, que vous utilisez vous en pratique tous les jours quand vous traitez un patient qui a une hypertension intracrânienne et que vous ne le savez pas. On va utiliser la vasoconstriction. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander de mettre de la noradrénaline pour monter artificiellement la tension artérielle pour que le vaisseau, le cerveau, il se dise « oula, oula, la tension monte, je vais serrer ». Et comme je vais serrer, je vais baisser le débit sanguin, je vais baisser la pique. Donc, quand je vais vous demander de faire ça, en fait, c'est quand je vais vous demander la PPC, vous allez mettre de la noradré pour monter la tension, pour vasoconstricter, pour faire baisser la pique. Parce que vous allez utiliser ce côté-là du plateau d'autorégulation. Vous allez utiliser la capacité du cerveau à se protéger et à vasoconstricter. Du coup, les vaisseaux vont être plus serrés, il va y avoir moins de sang qui circule dans la tête, la pique va être plus basse. Donc, c'est ce concept-là que vous utilisez quand vous mettez de la noradrénaline. Le concept de Rossner. Et on voit qu'il y a un plateau d'autorégulation et qu'après, ça ne marche plus. Hein, pas moins pique. Donc, ça, c'est le concept de Rossner. Il y a un autre concept aussi qui s'appelle le concept de Lund. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je n'ai pas mis.
Donc le concept de Lund, c'est un autre concept, c'est de dire, quand je mets la tension qui est trop haute, par contre, le traumatisé crânien, il a une barrière hémato-encéphalique qui est atteinte. Si j'augmente la pression dans le vaisseau, eh ben, il y a du liquide qui va sortir, je vais augmenter l'œdème. Donc je vais travailler à des tensions un peu plus basses, je vais avoir une pression de perfusion plus basse. C'est ce qu'on va utiliser quand on a le patient qui ne régule pas et qu'on a une hyperémie cérébrale. On va essayer de baisser la tension pour éviter que l'œdème augmente. Un peu compliqué ça. Donc vous allez voir là, autorégulation en pression conservée. La PAM elle baisse, la pique elle monte. Hop, la tension elle monte, la pique elle baisse. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et si vous regardez le matin quand vous arrivez, que vous prenez des trans, si vous voulez vous poser la question, vous regardez l'évolution dans la nuit, de la tension, de la pique et tout ça, et vous allez très bien voir s'il régule ou pas. On voit très bien la tension qui monte, la pique qui chute. Si la pique elle monte, la tension elle monte, c'est que ça, d'emblée vous pouvez vous dire il n'y a pas de vasorégulation. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire en arrivant sur le matin, sur le soir. Vous regardez juste les tendances sur le scope et vous allez voir facilement. Et normalement, les prochains moniteurs de pic qu'on aura, ils nous mettront… Alors, le chiffre de pic, c'est une chose, mais ce qui est intéressant pour nous, ça va être la quantité de temps qu'il est passé, par exemple, au-dessus de 20 de pic dans la journée. Donc, c'est ça qui est plus pronostique, parce que pic à 30 pendant une demi-heure, c'est pas très grave. Pic à 30 pendant 3 heures, c'est différent. Et de savoir combien de temps dans la journée, donc on aura des quantités. Il y a d'autres chiffres qui vont apparaître, qui seront intéressants pour nous. Donc, quand on va prendre en charge un patient qui a une hypertension intracrânienne, donc une pique qui va être trop élevée, on a des protocoles de prise en charge avec des démarches qu'on dit en escalier, donc qui ont été quand même pas mal travaillées. Et on va introduire des thérapeutiques au fur et à mesure. Et on va aller de plus en plus agressif, de plus en plus effets secondaires, de plus en plus compliqué à mettre en place. Donc au départ, qu'est-ce qu'on va faire? Le patient, il n'est pas adapté, il n'est pas bien sédaté, il tousse, il n'est peut-être même pas intubé. Donc d'abord, on va essayer de l'intuber, de le mettre en capnie normale, de le sédater, protéger les voies aériennes. Ça va être la première prise en charge. En général, ça s'est fait avant qu'ils arrivent chez nous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'augmenter la sédation si ça ne suffit pas. Donc on va vous dire, on va augmenter le Sufental hypno, on va peut-être commencer à rajouter du propofol parce que ça ne suffit pas. Et là on rentre dans ce que c'est sédation thérapeutique. Le but c'est de diminuer la consommation en oxygène. Donc à chaque fois vous voyez, hop, il y a les effets secondaires. Donc là on monte les sédations, l'hypotension. Donc c'est là où on monte les sédations, on met de la noradrée souvent. Et le patient va être sous amine, pas parce qu'il est choqué, parce qu'il a des sédations qui font baisser la tension. Ensuite, dans certains endroits, alors nous c'est vrai qu'on ne le fait pas tellement ici, mais par exemple à Paris ça se fait beaucoup, on draine très vite. Sur les traumas crâniens, les chirurgiens ils sont habitués à mettre des drains dans des ventricules qui sont tout petits. Et là ça ne va pas être pour une hydrocéphalie, ça va être juste pour essayer d'enlever quelques millilitres de LCR en plus, pour essayer, dans la courbe de Langfit, de redescendre un peu. De jouer sur ces quelques millilitres, parce que je vous ai dit, quand on est dans la portion ascendante, quelques millilitres, on passe de 30 à 10 de pic. Donc il y a la mise en place d'un drain. Ça ne suffit pas, on essaye d'avoir une osmolarité normale, voire élevée. Donc ça va être, quand on a une natrémie qui est basse, on va faire une osmothérapie, on va faire des bolus de sel, on va faire du magnétol, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, on monte l'hypocapnie. Je vous ai dit l'hypocapnie avec un monitorage. Donc ça veut dire qu'on rentre, on n'est plus dans la pique seule, on va mettre en plus la PTiO2. Et puis on continue. L'hypothermie. L'hypothermie, ce n'est pas recommandé dans tous les traumatisés crâniens. Pourquoi? Parce que ça a pas mal d'effets secondaires. C'est dur à mettre en place, ça demande un système en plus. On peut le faire avec du sérum froid ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'on va des fois aller trop bas en température. Trop bas en température, il y a des troubles du rythme. Le patient il va devenir bradycarde, il va faire des hypokaliémies importantes. Qu'on va recharger, puis dès qu'on va remonter la température, pouf, ça va exploser. Donc il va être plus sensible aux infections.
quand il va être en hypothermie. Donc on va avoir tous ces troubles ioniques. Donc l'hypothermie, en fait, la première marche, mais ça c'est un truc qui date un peu, hein, parce que ça a été un peu changé depuis, c'est pas l'hypothermie, c'est le contrôle de la température. Ça arrive très vite. On sait que c'est l'hyperthermie qui n'est pas bonne. Donc il faut éviter la fièvre. C'est pour ça qu'on vous met du paracétamol, si supérieur à 37,5, supérieur à 38, parce qu'on ne veut pas que la température monte. Parce que si vous avez une PTO2 ou une pique, vous allez voir que quand la température monte, la pique elle monte. Pourquoi elle monte? Ouais, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation de l'activité. Donc il y a une augmentation du débit sanguin, effectivement. Donc on va baisser la température, pour ça on va la mettre en normothermie. Et si ça ne suffit pas, eh ben, on arrive au pain total, au Nesdonal. Donc le pain total, coma barbiturique. Donc coma barbiturique, sédation thérapeutique. Le but de la sédation thérapeutique, ça va être d'avoir sur l'électroencéphalogramme des périodes de silence carrément. Donc on veut stopper l'activité cérébrale un pourcentage de temps pour que vraiment il n'y ait pas d'autres lésions qui apparaissent. Avec tous les problèmes que ça engendre, hein, le pain total, les hypotensions, les infections, c'est quelque chose qui est très thrombotique. Hein, ils font des thromboses un peu partout, ils thrombosent les cathéters quand on les met. Donc il y a des protocoles pour prendre en charge les pressions intracrâniennes, les pics. Mannitol, sérum saline. Le LCR, il va couler, que tu mettes la tête comme tu veux. Il circule là, dans le tronc et dans le rachis. Là, avant de comprimer ça juste en tournant la tête, il n'y aurait plus d'ostéopathe sur Terre. Hein. On serait tous morts hein, dès qu'ils te manipulent. C'est pas ça le problème. C'est où le problème? Et je vous ai dit, c'est réabsorbé dans les granulations de Passioni, dans le système veineux, et donc les veines. Oui, c'est ça. Mais vas-y, elle s'appelle comment? Ça, c'est les artères. Jugulaires. Si tu comprimes les jugulaires, tu comprimes la pression, le retour veineux, tu as moins de retour veineux. La pression, c'est une pompe à vide, hein, le LCR. La pression veineuse va être au-dessus de la pression du LCR, de la pression intracrânienne, et du coup, le LCR ne va pas pouvoir sortir dans les veines. Il faut qu'il y ait une circulation qui se fasse pour qu'on puisse, en gros, il faut que vous êtes dans une bretelle d'autoroute, tu as la voie d'accélération. S'il y a le bouchon, tu ne rentres pas. Si ça circule bien, tu passes. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une pression dans les veines qui soit plus basse que la pression dans la tête. Et donc pour ça, il faut que le patient soit à 30 degrés, un peu surélevé, pas complètement à plat ou à l'envers, entraîné à la bourre, parce que là, ça augmente la pression du retour, ça diminue le retour veineux, ça augmente la pression dans la tête. Et il faut surtout la tête dans l'axe pour que les jugulaires soient libres. C'est pour ça qu'on faisait vachement attention, quand on serre les lacs de l'intubation, de la trachéotomie, tout ça, de faire très attention à ne pas comprimer les jugulaires. Vraiment, tête dans l'axe, 30 degrés. Et l'installation est fondamentale. Hein. Sur un trauma crânien qui est dans sa courbe de Langfit tout en haut, là, où déjà on est très très serré parce qu'il n'y a plus d'espace sous-arachnoïdien, il n'y a plus de liquide dans la tête, il y a tout qui est comprimé. Le fait de lui mettre la tête comme ça, il prend 10 points de pique. Hein. Donc vraiment la tête dans l'axe, bien droit. Donc l'installation en neuroréa, ça fait partie d'une autre spécificité, elle est fondamentale. Il faut faire vachement attention à ça. Après, le patient qui est conscient, qui fait n'importe quoi, qui est agité, qui se met la tête en bas, on ne peut pas faire, c'est pas pareil. Mais le trauma crânien, la tête dans l'axe. Voilà. Donc c'est une pompe à vide. Il faut qu'il y ait un débit sanguin qui soit suffisant. Et c'est pour ça que des fois, donc ça c'est des notions que je donne aussi aux internes, hein. Quand on a un patient qui fait une détresse respiratoire, un SDRA par exemple, qui est sous ventilation mécanique, quand on va monter la PEP, la pression expiratoire positive, on va monter la pression dans le thorax, on va diminuer le retour veineux, la pique elle peut monter un peu aussi. Hein. Donc tous ces problèmes-là font que la pression au niveau, parce que la pression intracrânienne, elle est générée par la pression du liquide céphalorachidien. Et elle est entre 10 et 15. C'est ça qui fait la pique. Donc, le rôle mécanique, très important. Le liquide céphalorachidien, c'est vrai qu'il nourrit,
Il protège le cerveau au niveau de l'homéostasie, tout ça, parce que son pH, il ne varie pas facilement. Il n'y a que le pH des acidoses respiratoires où ça varie facilement. Eh bien, surtout, le cerveau, il pèse 1,5 kg. Pas pour tout le monde, hein, mais il pèse 1,5 kg. C'est lourd, hein. Avec le liquide céphalorachidien, il pèse 50 grammes. Bon, il est maintenu par l'eau. Et du coup, quand on a la tête en bas, eh ben, ça tire sur les nerfs que de 50 grammes. Donc on ne le sent pas. Voilà. Mais ça a un autre problème du coup, parce qu'il est baigné dans un liquide. Et quand on a un traumatisme crânien, le souci, c'est que le cerveau n'est pas collé de partout à la paroi. Donc il va bouger dans ce liquide. Et c'est ce qu'on appelle les lésions axonales diffuses. C'est qu'on va avoir à l'IRM un scanner qui est joli, un patient qui est Glasgow 3, et à l'IRM plein de petits trous dans la tête. Parce que ça a cisaillé. Le cerveau a bougé dans la boîte crânienne. Et des fois, souvent, on va avoir un coup devant et on va avoir un hématome derrière. C'est lésion de contre-coup. Le cerveau, il a tapé dans la boîte crânienne. Et souvent, quand les patients ils sont alcooliques, cerveau très atrophique, beaucoup de liquide autour, cerveau qui va beaucoup se balader, on va avoir des grosses lésions de contre-coup. Donc je vous ai dit, tampon, les échanges nutritifs, les échanges métaboliques. Donc, nous, ce liquide, il va être important pour nous quand on va avoir à traiter des hydrocéphalies. Ça, vous allez en voir plein dans le service. Et on a trois conditions pour avoir une hydrocéphalie. L'hyperproduction, on en a parlé déjà. Et puis après, on a deux types d'hydrocéphalie qui peuvent être associés ou qui peuvent être séparés. On a l'augmentation de la résistance à l'écoulement. Donc on parle d'hydrocéphalie non communicante. Le côté communicant ou pas réside dans le fait que le liquide il s'écoule normalement. Donc qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi l'origine d'une hydrocéphalie non communicante? Ça pourrait être quoi comme maladie? Alors? Ouais. Avec le sang, il serait où? Donc il y aurait par exemple une hémorragie intraventriculaire. Il y a du sang. Là, c'est l'aqueduc de Sylvius. Là, c'est tout petit. Il y a du sang qui s'accumule là. Ça passe moins bien. Donc ça, c'est une hydrocéphalie non communicante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maladie? Alors? Qu'est-ce qui peut comprimer par là? Une tumeur de fosse postérieure, du cervelet, un AVC hémorragique, du cervelet, qui comprime, voire même du tronc cérébral, mais plus rare, plutôt du cervelet, qui va comprimer vers l'avant. Et donc on va avoir une hydrocéphalie au-dessus, triventriculaire, parce que le quatrième ventricule va être complètement collabé. Donc ça, c'est une hydrocéphalie non communicante. Les ventricules ne communiquent pas normalement. Et après, je vous ai dit que c'était réabsorbé dans les granulations de Paccioni. Et donc, on a une autre sorte d'hydrocéphalie, c'est les hydrocéphalies qui sont dites communicantes. Et là, qu'est-ce qu'on a comme maladie? Lâchez ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le problème, il est où, là? Non. Hein? Non, la production, on l'a vu, c'est très rare, deux cas. Mais effectivement, il y a un des cas où ça produit plus, où il y a un problème, ça ne sort plus par là. Qu'est-ce qu'il y a comme problème à ce niveau-là pour que ça ne sorte plus? C'est la granulation de Paccioni, c'est en fait un doigt de gant de Durmer dans les veines de la membrane arachnoïdienne. Ça s'appelle les villosités arachnoïdes. Donc là, c'est les espaces sous-arachnoïdiens. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir du sang, hémorragie sous-arachnoïdienne. En gros, ça vient boucher le siphon de la douche. Donc ça ne sort plus, ça s'accumule. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc le sang, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut mettre une DVE aussi, où le liquide il est crade. Ça peut être une méningite. Une grosse inflammation du LCR qui devient très épais et qui bouche les granulations. Et qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme cause d'hydrocéphalie? Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va un peu plus loin. Ça sort là.
mais ça ne sort pas parce que les vaisseaux sont bouchés, les sinus veineux sont bouchés. Thrombophlébite cérébrale. Voilà, quand on a une grosse thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur, on peut avoir une hydrocéphalie, parce que ça ne sort plus. Ok? Donc là, cerveau normal, très atrophique, hein, mais normal. Donc là, vous voyez les sillons, tous ces noirs, c'est du liquide. Les ventricules latéraux, hein, ventricules latéraux, on ne voit pas bien le troisième ventricule, on ne voit pas très bien. Et là, c'est une hydrocéphalie. Ventricule très gonflé. Donc pour ceux qui étaient là ce week-end, ben, la dame qui a eu l'obstruction de la DVE, ben, le scanner, c'était ça, quoi. Voilà. Et du coup, trouble de la conscience, parce que engagement, parce que ça appuie sur le fond cérébral, parce que du coup, on ouvre, on déclenche la dérivation, on débouche la dérivation et ça va mieux. Donc on parlait, hein, tumeur de fosse postérieure, AVC hémorragique, hydrocéphalie. Traitement, dérivation ventriculaire externe, craniectomie de fosse postérieure pour libérer, et puis après, on essaye de sevrer, un peu après. Hein? Vous avez compris le liquide céphalorachidien? Tous les agents, toutes les choses qui vont pouvoir aggraver les lésions cérébrales et qu'il va falloir qu'on contrôle. Donc vous, dans votre prise en charge, vous allez avoir un patient qui va avoir des objectifs de tension. Donc on va vous donner des objectifs de PAM, donc de PPC, ou alors sur un trauma médulaire, juste de PAM par exemple. Ensuite, on va avoir le CO2. Donc ça, vous vous rappelez, il faut que maintenant, dans votre tête, c'est systématique. Le patient, il a une gazo, je marque le TCO2 quand il est ventilé. Systématiquement, je veux le TCO2 sur la gazo, sinon elle ne me sert à rien. Si c'est un patient à un trauma crânien, la gazo juste, je vais savoir que à 7 h du matin, il aura 35 de capni, mais à 8 h, j'en sais rien. Donc je veux savoir, je veux l'avoir sur la journée. Donc il me faut ce chiffre-là. L'hypoxémie aussi. Il ne faut pas qu'il manque trop d'oxygène. Donc on va faire attention quand on fait une gazo à ce que la PO2 soit normale. Les objectifs de PO2, ça c'est pas à vous de regarder. De toute façon, vous allez regarder sur la saturation, mais en fonction de la PTO2, en fonction du protocole où on est, on vise plus ou moins des PO2 hautes, quoi. L'hyperthermie, ça va être votre surveillance. Dès qu'il commence à monter en température, vous aurez soit du paracétamol, soit nous appeler pour qu'on fasse un bilan infectieux parce qu'on ait peur qu'il y ait une infection surajoutée. Ou alors, quand on va mettre un dispositif externe pour contrôler la température, on va mettre des objectifs de température. Donc en général, on est à 36 degrés quand on fait de la normothermie. Donc ça, c'est déjà très bien. Ça permet d'éviter l'aggravation cérébrale. Et puis quand ça ne suffit pas, que la pique est toujours élevée, on descend 34, 35. Voilà. Après, en dessous de 34 degrés, ça commence à faire très froid. Et là, on commence à avoir des soucis hémodynamiques, quoi. Et si, pour le mettre en hypothermie, on le retrouve à une tension basse, bradycarde, tout ça, c'est pas terrible. L'hyperglycémie, ça, on a des protocoles de toute façon. Le plus grave, c'est l'hypo. L'hyperglycémie, c'est pas bon, ça fait saigner, c'est des choses qui sont pas, ça augmente le stress oxydant. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes dans l'hyperglycémie, mais c'est quand même moins délétère que l'hypo. Tous les protocoles en réanimation qui ont visé des deltas de glycémie très serrés pour avoir une glycémie très très normale, le problème c'est qu'à chaque fois, les résultats, l'efficacité, elle était gommée parce qu'il y avait trop d'hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, comme ça aggrave le pronostic, finalement, les études, elles n'étaient pas très bonnes. Donc on traite la glycémie au-delà de 10 millimoles, ce qui fait une hyperglycémie quand même. Mais on a des ranges qui sont un petit peu larges, quoi. Donc normalement, voilà, il faut faire attention à l'hypoglycémie, ça vous le savez, hein, les comas hypoglycémiques, c'est pas très bon. L'hyponatrémie aussi, donc ça fait partie de votre surveillance. Hein, si on vous demande des gazométries, il faut regarder la natrémie. Hein, ça fait partie de quelque chose qu'on ne fait pas dans d'autres réanimations. Vous, en réaneuro, vous avez comme les autres la PO2, la PCO2, le pH, ça va pas. Mais en plus, souvent, on a la natrémie sur la gazo, donc il faut la regarder. Hein, vous ne pouvez pas avoir un trauma crânien, regarder la gazo, il y a 132 de natrémie, vous passez à autre chose, vous dites c'est bien. Non, c'est pas bien, il faut le dire. Hein, ça montre que vous avez compris que c'est important. L'anémie, ça c'est à nous sur les bilans, tout ça. L'anémie, c'est pas très bon pour le transport en oxygène. Donc tout ce qui va être, tout ce qui n'est pas normal, hypotension, hypoxémie, hypercapnie, hypocapnie profonde, tout ça va aggraver le pronostic neurologique des patients.
Donc ça ne sera pas la lésion primaire qui va faire que ça va s'aggraver, ça va être nous. Donc c'est ce qui fait toute la spécificité de notre travail et de notre service, c'est que nous, on est actifs sur ça. Et que là, et cette prise en charge-là, elle est directement dépendante de la qualité des soins. C'est que des trucs qu'on peut voir au quotidien. Donc si on n'est pas bon sur cette surveillance-là, cette qualité des soins-là, eh ben, le patient s'aggrave. Donc ça va être notre prise en charge, c'est ça. Tous ces axos-là. C'est ça qu'on va vous demander de surveiller. Et c'est ça qui fait notre spécificité. Et qui fait que les patients, ils sont mieux soignés dans des services spécialisés comme le nôtre que dans un autre service de réanimation, par exemple. Parce que les gens, ils vont être moins rapides sur ces trucs-là. Et le moins rapide sur ces trucs-là, ben, c'est des neurones. Et au plus on en gagne, au moins on en perd, si on veut, ça dépend d'où on se place, ben, c'est mieux. Donc nous, notre travail, c'est d'être impeccable sur ces trucs-là. Donc vous devez connaître ces trucs-là. Voilà. Au minimum, ça. Qu'après, la physiologie des maladies, parce que je vous ferai un truc aussi sur les pathologies qu'on rencontre, par des surveillances, des petites subtilités dans la surveillance, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Donc ça, tous les cérébraux lésés, il faut que dans votre tête, vous sachiez que il faut que la natrémie soit normale, la capnie, le machin, le truc. Il y a des services, alors c'est des réa militaires, hein, j'ai des copains militaires, c'est marrant parce qu'ils sont très pratiques, quoi. Donc ils ont mis des cibles. Enfin, une cible comme une cible de pistolet. Et il faut que tous les matins, vous regardez si on est au milieu de la cible. Donc il y a le CO2, le machin, le truc, et au plus on se rapproche de la normale, au plus on est au milieu. Donc le but du tour infirmier, c'est qu'on soit dans la cible, quoi. C'est pas con, hein, ça met un truc factuel, hein, c'est comme la dialyse au citrate, hein, il faut être au milieu et ça marche. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment faire attention à ça.